L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Fondée à Concarneau en 1959, la conserverie Gonidec a préservé avec succès les traditions de la conserve de poissons. Sardines, thons, maquereaux, anchois et tartinables sont méticuleusement préparés de manière artisanale et conditionnés à la main. Composée de 80 salariés, la conserverie a été certifiée Entreprise du patrimoine vivant en 2019. Jacques Gonidec, PDG des conserveries Gonidec, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Jacques Gonidec. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Et très heureux de vous accueillir évidemment au restaurant Le Chantier, dans cette magnifique ville de Concarneau que vous connaissez bien. On va en reparler bien entendu. En 1990, Jacques Gonidec, vous reprenez l'entreprise de vos grands-parents et de vos parents bien entendu. L'univers de la conserverie, c'était d'abord votre terrain de jeu et le terrain de jeu de votre enfance. Oui, moi je suis né à Concarneau et à l'époque, l'entreprise jouxtait la maison d'habitation. Donc le sous-sol de la maison, c'est là où avaient commencé mes grands-parents et mes parents à construire leur usine, dans le sous-sol de la maison, qui était devenu le magasin. C'était l'endroit où effectivement j'allais me cacher dans les cartons quand j'étais petit. Des souvenirs d'enfance encore très précis de cette conserverie dans laquelle vous avez grandi, en tout cas. Ben oui, d'abord parce que j'y ai vécu 18 ans. Et puis, effectivement, pour moi, ça a toujours été des bons moments. Il y a aussi les moments d'insouciance, les moments où on est étudiant. C'est des bons moments, c'est les bons moments de la vie, ça. Pas de soucis. En 1959, on tire un peu la pelote et évidemment, on part du démarrage de cette histoire merveilleuse, date de la création de cette conserverie Gonidec. Au moment, 1959, où les conserveries commençaient à fermer, et on sait que ça n'a pas arrêté, il fallait du courage, de l'audace, un peu même d'inconscience pour créer Gonidec à cette époque-là. Ça, c'est sûr, que quelque part, quand on y pense, effectivement, dans un moment où tout ferme, d'ouvrir sa propre usine, c'est contre l'histoire, en fait. C'est à contresens. Mais maintenant, je pense qu'il y avait une telle conviction, il y avait déjà l'attachement au territoire, et deuxièmement, il y avait la conviction qu'un produit de qualité devait perdurer, et que le savoir-faire qui était reconnu déjà à Concarneau avait sans doute toutes les raisons d'être et de continuer d'exister. C'était vraiment leur leitmotiv. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'ouverture des marchés qui a fait disparaître ces conserveries qu'on a connues, qui ont fait notamment la vitalité de Concarneau à l'époque? Alors, il y a différents sujets. La première, c'est qu'il y avait beaucoup d'usines, parce que le système routier n'était pas développé comme aujourd'hui, et ça nécessitait d'avoir une usine par port. Donc il y avait des familles qui disposaient d'un certain nombre d'usines qui étaient acheminées sur toute la côte atlantique. Et je pense qu'entre, on va dire, l'arrivée... Alors, il y a eu un problème aussi de pêche. À un moment, il y a eu aussi beaucoup moins de sardines. Mais entre la sardine qui s'est raréfiée, problème de succession, la volonté de se spécialiser. Il y avait aussi des conserveries qui faisaient des légumes et du poisson. Et il a fallu un moment se spécialiser. La création et le développement de la grande distribution, ça a fait une grosse restructuration. Et beaucoup d'entreprises qui étaient justement gérées par des familles d'origine nantaise avaient déjà à l'époque aussi ouvert des usines au Maroc. Et là, ils ont commencé à se dire que peut-être que l'avenir de la sardine industrielle, elle passait par le Maroc. Et concurrence évidemment marocaine qui continue de peser aujourd'hui. Peut-être on en a des souvenirs toujours, mais c'est important. Quel conseil vous a donné votre père au moment de la transmission? De quoi vous avez envie de vous souvenir, peut-être comme très bon conseil ou valeur qu'il vous a transmise? Je pense que son premier conseil et son unique conseil, c'est de dire jamais on ne touche à la qualité du poisson. À la qualité du produit fini. On confectionne une boîte, nous c'est la différence, on ne produit pas, on assemble, mais on confectionne une boîte, donc il y a cette idée de confection, et surtout c'est qu'on ne négocie pas avec la qualité. Est-ce qu'il n'y a pas la tentation quand même de le faire quand on veut rester compétitif aujourd'hui, quand on sait évidemment qu'elle est
rude, cette concurrence, et notamment, on évoquait le Maroc il y a quelques instants. C'est pour ça qu'il faut avoir vraiment ça en tête et d'en faire vraiment sa ligne directrice. Sinon, effectivement, la tentation, elle est... Et puis après, il y a l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde dans les conserveries françaises, dans les années 70, la plupart d'entre elles, qui ont voulu rester aussi en France, on va dire, ont arrêté le process de sardine à l'ancienne pour passer sur des fours vapeur et arriver avec un produit qui qualitativement était très similaire à ce qu'on pouvait faire au Maroc, mais avec évidemment un niveau de main-d'œuvre qui n'était pas là. Elles ont toutes fermé. En fait, les seules usines qui ont perduré, c'est les usines qui ont su garder le process qualitatif de la sardine tel que Nicolas Appert a commencé au début du siècle avec cette fameuse friture de sardine qui donne ce goût si particulier aux produits, aux sardines à l'ancienne. Bon, pari réussi que celui de miser sur la qualité, on le comprend bien. Une qualité qui commence évidemment dans le sourcing. Je sais que vous êtes évidemment particulièrement attentif à ce sourcing, et notamment dans votre relation avec les pêcheurs qui vous livrent la matière première. Comment est-ce que vous faites et quelle relation vous avez avec ces bateaux qu'on voit derrière vous, là derrière nous, à Concarneau? D'abord, c'est une chance parce que Concarneau a encore une flottille de pêcheurs. Elle en a toujours eu. Ça a été avec des hauts et des bas, mais il y a toujours eu des bateaux à pratiquer la pêche de la sardine à la bolinge à Concarneau. La particularité aujourd'hui, c'est que c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui est né ici. Je suis né derrière les remparts. Et aujourd'hui, je les connais personnellement, les marins. Donc c'est sûr qu'en termes de relations, c'est pas que c'est plus facile, mais c'est plus fluide. Parce que, je les connais, ils me connaissent. Je connais la dureté de leur métier, ils connaissent mes exigences. Et c'est vrai que ça finit par faire quelque chose qui rentre, qui s'imbrique bien dans la qualité du poisson que j'attends. Alors on va parler évidemment avec vous aussi un peu de conjoncture, elles sont multiples évidemment, mais montée des prix de l'énergie, beaucoup de dirigeants d'entreprises sont concernés, des matières premières, un monde de l'agroalimentaire qui est très impacté par ces crises actuelles. Comment est-ce qu'on aborde ces sujets justement avec ces fournisseurs et ces fabricants? Vous êtes un peu tous embarqués, pour filer la métaphore, dans le même bateau. C'est un combat, ce sont des militances, des convictions que vous portez tous les jours pour passer ces crises, traverser ces crises? D'abord, des crises, on en a eu d'autres. J'ai tendance aujourd'hui à le prendre avec beaucoup de recul, en disant c'est une de plus. Elle est juste un petit peu différente parce qu'on manque vraiment de visibilité et on sait que c'est des cycles et on n'a pas de durée de cycle. Donc c'est ça qui est le plus handicapant. Pour le reste, après, on a même passé sur 3 années là, qui se suivent à répétition pour des raisons différentes, puisqu'on a eu l'incertitude sanitaire, avec la sécurité qu'a demandé. Après, il y a eu l'inflation qui a commencé avec la guerre en Ukraine et certains produits qui sont envolés. Après, il y a eu tout le reste qui s'est envolé. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut tout simplement faire preuve aussi de bon sens, être prudent, d'avoir une gestion, on va dire, de père de famille. Et puis surtout, à un moment ou à un autre, c'est dans la communication. Donc, si vous n'expliquez pas votre problème, si vous n'argumentez pas les raisons pour lesquelles vous êtes amené à changer vos prix, si vous êtes amené à changer telle ou telle chose, là, par contre, vous pouvez provoquer une incompréhension et un problème. Et les problèmes, on arrive à les dissoudre comme ça, par la communication qu'on peut avoir à nos fournisseurs et nos clients. Alors justement, vous faites de la pédagogie, on le comprend bien, vous faites le choix aussi de protéger, alors évidemment vos fournisseurs, on a bien compris avec lesquels vous avez une relation historique, très ancrée sur ce territoire-là, et les consommateurs aussi. Comment est-ce que vous faites pour protéger les deux et rester encore justement en activité, performant économiquement? C'est de l'acrobatie, en permanence. On a fait aussi le choix à un moment de ne pas répercuter toute nos hausses parce qu'il fallait à un moment préserver aussi la clientèle. Ça s'est fait en partenariat avec nos clients puisqu'on a aussi la chance aujourd'hui d'avoir des clients. Alors c'est vrai que nos relations à la grande distribution, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a aussi des moments de tension, des moments de négociation, des moments de négociation qui sont... Mais une fois que ce temps-là est passé, on arrive quand même aujourd'hui, parce qu'ils sont comme nous en fait. On a aussi aujourd'hui la chance d'avoir des clients qui sont chefs d'entreprise, qui ont des clients qui vivent, qui sont attachés au territoire et qui font comme nous, qui ne répercutent pas toutes les hausses. Alors ça ne peut pas durer in aeternam, mais à un moment ou à un autre, il faut savoir le faire. Je pense que c'est aussi l'avantage d'être indépendant.
et de pouvoir le faire. C'est quelque chose qui n'est pas forcément possible suivant votre actionnariat. Mais nous, on a cette chance et on essaye d'en profiter et d'en faire profiter aussi les clients pour justement travailler nos marges d'une manière intelligente pour éviter de se retrouver avec une inflation qui serait rédhibitoire, en sachant qu'on fait des produits premium et qu'on est déjà cher en rayon. Donc il faut aussi préserver l'envie de continuer de produire. Et de l'autre, on se dit, moi aujourd'hui, notre maître mot, c'est on ne peut pas trouver meilleur à moins cher. Donc c'est justement dans des moments comme ça et des moments inflationnistes qu'il faut être le plus exigeant possible pour faire en sorte que le niveau de qualité qu'on offre, on ne peut pas l'avoir à moins cher, pour justement continuer de justifier un écart de prix qui, de toute façon, était là hier et sera là demain. Bien sûr, justifier un écart de prix, continuer à faire de la pédagogie jusque dans les prix. Pour autant, vous avez évoqué la question de l'inflation, qui est assez prégnante et encore prégnante dans notre pays, notamment sur nos marchés. La question des marges aussi, quand vous entendez finalement que ce sont les marges des industriels de l'agroalimentaire qui nourrissent l'inflation, est-ce que ça vous attriste finalement ce discours-là ? Est-ce qu'il est juste ? Je pense qu'il y a ce sont des discours d'apparat un peu. Industriel, ça ne veut pas dire grand-chose. Aujourd'hui, quand on voit la situation dans laquelle on est, où on va nous mettre en pression pour faire des tarifs avec des prix qu'on ne connaît pas, on va mettre en pression la grande distribution pour faire des négociations dans un temps à partie très court, pour permettre sans doute à 45 multinationales de passer leurs négociations. Donc il faut bien différencier. Mais moi qui fais partie du réseau Produits en Bretagne, avec énormément de PME et d'ETI, je peux vous dire que ce n'est pas la réalité du tout. Qu'est-ce que vous avez envie d'incarner, peut-être pour terminer, parce que c'est important, on a parlé évidemment du passé avec vos grands-parents, vos parents, des très bons conseils qui vous ont transmis, notamment de ne pas négocier avec cette qualité qu'on évoque depuis le début de notre entretien. Qu'est-ce que vous avez envie d'incarner, vous ? C'est une dimension commerciale aussi, eu égard à votre formation, vos études, vous aviez envie de garantir la pérennité de cette aventure à travers cette dimension commerciale et de développement de Gonidec ? Ouais, je pense que ma première motivation, c'était vraiment dans l'innovation. C'était vraiment d'innover, voilà, de rechercher quelque chose d'autre, d'améliorer, de partir avec une variété de recettes qui effectivement n'a plus rien à voir avec celle que pouvait avoir mon père. Mais vous êtes dans le laboratoire tous les jours, il y a vraiment une notion de cuisine. Il y a une notion de cuisine, il y a une notion de recherche, il y a une notion de sourcing aussi. Je voyage souvent et justement j'aime bien aller chercher, que ce soit dans des salons ou ailleurs, des saveurs nouvelles, des nouveaux produits, des nouveaux composants, d'essayer d'avancer. Et puis il y a le mix de produits parce que quand on regarde bien, il y a des choses aujourd'hui qu'on ne fait plus. Alors c'est pas notre principal produit parce que on parle du thon tropical qui est un thon pêché et qu'on fabrique aujourd'hui qu'à partir de longe, principalement en rillettes, mais c'est justement aussi d'être à la pointe, en fait ce qu'on dit toujours c'est que vous pouvez hériter. Mais si vous n'apportez pas votre pierre à l'édifice, votre entreprise elle se transforme en musée. Si vous n'apportez pas quelque chose en faisant en sorte que cette entreprise d'hier soit une entreprise dans le temps présent, c'est relativement problématique. Et c'est tout ce que vous incarnez, bien sûr, dans c'est ce que j'essaye de faire. De cette entreprise, justement, et votre passage de relais. On l'a bien compris. Merci beaucoup, Jacques Gonidec. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Merci. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.